Bonjour les explorateurs. Aujourd'hui, on va attaquer un sujet auquel je suis extrêmement passionné, qui est le lore et l'univers des animés. L'univers d'une histoire d'animé, tout comme dans d'autres formes de fiction, est l'environnement, le contexte et le cadre dans lequel se déroule l'intrigue. Il comprend tous les éléments tels que les personnages, les lieux, la technologie, les règles du monde, la mythologie, l'histoire, la géographie, la culture qui sont spécifiques à cette histoire. L'univers d'un animé peut être aussi simple que notre monde réel, ou il peut être fantastique, futuriste, magique ou complètement imaginaire selon le genre et le scénario de l'animé. En un mot, tout ce qui constitue l'arrière-plan d'un monde ou un univers fictif. Dans cette vidéo, on va passer en revue quelques points pour déterminer ce qui fait la qualité d'un bon univers. Dans un animé, spécifiquement ceux qui ont un lore, la distinction doit se faire, je dirais même, la séparation entre l'histoire et le lore doit se faire. L'histoire et le lore ne sont pas à confondre. Le lore, c'est le passé et la tradition d'un monde, comme je l'ai précédemment dit, ce qui constitue l'arrière-plan d'un monde fictif, alors que l'histoire pour les deux au fond de la pièce qui dormait, c'est un récit d'actions, d'événements ou de choses dignes de mémoire. Pour simplifier, c'est un ensemble d'événements qui ont eu lieu et servant de narration. Partant de cette logique, une distinction claire peut s'établir entre l'histoire et le lore ou l'univers, si vous voulez, dans le scénario d'un animé. Dans une histoire, on nous introduit un contexte. Il y a deux possibilités. Soit le personnage mène l'histoire, ou il est mené par l'histoire. Partant de ça, le personnage se retrouvera dans un monde où il devra mener une série d'actions pour atteindre ses objectifs. C'est là que le lore entre en jeu en fonction du genre. Le but du lore est qu'il englobe l'ensemble des éléments qui constituent la mythologie, la culture, les règles du monde, les personnages historiques, les événements passés, et d'autres détails contextuels qui ne sont pas toujours directement liés à l'intrigue principale. Il enrichit l'arrière-plan de l'histoire en fournissant des informations sur le monde dans lequel l'histoire se déroule. Le lore peut également inclure des éléments non directement abordés dans l'histoire principale, mais qui contribuent à la profondeur et à la cohérence de l'univers. Dans de rares cas, on peut se concentrer totalement par moments sur le lore, comme dans la saison 3 de The Seven Deadly Sins, où King et Diane sont transportés dans le passé de Britannia, une époque où les membres des Seven Deadly Sins, y compris Meliodas, étaient actifs. Ils découvrent les origines de la forêt du roi des fées et l'histoire de la forêt des fées. King apprend également des détails sur son passé, son amitié avec Elbram et les circonstances tragiques qui ont conduit à la séparation de Diane et King à l'époque. Factuellement, la distinction de l'histoire et du lore est possible et la reconnaissance de la particularité de chaque partie est aussi envisageable également. D'abord, l'un des éléments qui fait qu'un lore devient bien, c'est les règles. S'il n'y a pas de règles qui créent une cohérence et une crédibilité, toutes les autres qualités se transforment en poubelles, dénuées de sens. M'appuyant sur ma perspective pour vous définir un lore de qualité. Nanatsu no Taizai représente l'archétype d'animé ayant un lore excellent. Il y a Berserk également qui a généré à travers son univers, mythes et créatures, une influence énorme sur le monde du jeu vidéo, à l'instar de Dark Souls qui, au passage, une vidéo sera faite dessus au futur. Nanatsu a un univers très grand. Je ne blague pas. À travers les créations de l'univers a priori, les monstres, factions, zones et des tonnes d'éléments secondaires qui sont là pour enrichir le monde de l'animé. Il y a vraiment matière à forger des merveilles, malgré que l'histoire soit totalement nulle. En termes de nullité et manque d'originalité, on peut dire qu'on a atteint les sommets. Pour contrer les rageux qui vont venir m'attaquer en me disant que certaines histoires d'amour sont fantastiques, je vous l'accorde, c'est possible comme avec celle de Kaguya-sama que je vous recommande. Le lore de Nanatsu est riche en mythologie, magie et en conflits divins. À chaque saison qui passe, on nous détaille sur le paysage historique de l'animé. À partir de la saison 3, on entre dans une expérience nous immergeant complètement dans le lore. Malgré que l'histoire soit nulle, on sent que les éléments narrés ou placés ne sont pas là juste pour faire beau. Ils ont un impact que ça soit direct ou indirect dans l'histoire. Par exemple, ces éléments qui viennent du lore et influencent directement l'histoire sont les suivants que je vais citer. Les 7 péchés capitaux, qui sont un groupe de guerriers puissants, le royaume de Lyon,
la guerre sainte, les déités qui sont des entités divines, comme les déesses et les démons, jouent un rôle majeur dans le conflit entre eux, a des implications profondes sur le monde de Britannia, les artefacts magiques, le rôle de Méliodas, la forêt des fées blancs et les 10 commandements. L'ensemble de ces éléments contribue à créer un monde complexe et captivant où les Sins cherchent à surmonter leur passé tout en affrontant des ennemis redoutables. Les relations, les conflits divins et les mystères historiques font du lore de Nanatsu un aspect essentiel de son attrait. Le lore de Nanatsu no Taizai a des avantages et des inconvénients respectivement. D'un côté, l'univers est étendu, enrichissant l'histoire, et d'un autre côté, il n'y a pas cette réciprocité quand l'histoire est en contact avec le lore. Dans certains arcs, l'histoire a du mal à exploiter le potentiel maximal du lore. Dit d'une autre manière, le lore sublime l'histoire, mais ce dernier ne lui rend pas l'appareil. Le problème dans Nanatsu est que l'auteur capitalise notre attention sur l'histoire, tandis que dans Berserk, c'est le contraire. Bien sûr, il y a une histoire, mais c'est juste une prérogative pour entrer complètement dans le lore. Dans Nanatsu, on est à 50% dans le lore, tandis que Berserk, on est à 90% dans le lore. Dans le premier animé Berserk, quand tu regardes ce dernier du début, jusqu'à la fin, il n'y a pas une once de lore, vu qu'on narre l'histoire de Guts entretenant une relation d'alliance, puis progressivement conflictuelle avec Griffith, tandis que dans l'animé Berserk de 2016, on entre dans le lore d'emblée, on montre des trucs sensationnels sur le lore. Je ne vous le cache pas, quand j'ai vu l'animé en CGI, j'ai vraiment souffert tellement que la 3D est atroce. Look at this dude. Wait till you see the. No, 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 no. He tried it. No, 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 no. 間違えたぜ。すまねえだけれど、その前に、あいつは、キャスカー無事。J'ai vu la saison 1 et je me suis arrêté à la saison 2. Arme. Le mystère est fondamental. En faisant une adaptation de mauvaise qualité. Ils auraient dû confier ça à des studios plus qualifiés et ayant plus de budget. En faisant cela, ils ont vraiment pissé sur le monde de l'animation en adaptant médiocrement un manga qui a une influence significative sur les œuvres, le succédant déjà avec cet argument, le monde moderne de l'animation n'est plus ce que c'était. J'ai vu juste une petite partie du manga, les dessins sont vraiment incroyables. Je vous recommande de lire le manga qui crée plus d'immersion dans l'histoire. Les lores de Berserk et Nanatsu sont incroyables, chacun a ses défauts comme ses avantages, mais ne vous méprenez pas, je ne compare pas ces deux œuvres qui ne sont pas comparables. Chacun a un lore et aussi une manière spécifique de la narrer et de la décrire. En outre, il y a aussi le mystère qui constitue un élément crucial du lore. On peut détailler le lore, mais à un moment, si on dépasse une certaine limite de description, on destitue à l'univers partiellement de son charme. Le mystère est fondamental et c'est à l'auteur de savoir quand ne pas éclairer certains éléments du lore pour le rendre encore plus imposant. Plus il y a de mystère sur certains aspects, plus ces aspects non éclairés gagnent en puissance car ça va susciter l'étonnement qui se transforme en question et par extension en une recherche active. Par exemple, dans SNK, l'auteur nous présente une mythologie avec des titans ayant apparu il y a 100 ans et qui contraignent l'humanité à vivre derrière les murs. Il découle tout un tas de règles de cette mythologie auxquelles nous et les personnages nous y croyons. L'histoire et l'intrigue s'organisent en fonction de ces règles, mais arrivé en fin de saison, deux révélations, Rainer et Berthold, sont les titans cuirassés et colossales et viennent de l'extérieur des murs, chamboulement total, renversement de paradigme. Ce qu'on sait des humains est faux plus tard. Dans la saison 3, renversement encore plus grande, on apprend enfin la vérité. Toute la mythologie qu'on nous narre est un mensonge et toutes les règles qu'on croyait savoir sont en partie erronées. Notre perception et notre compréhension qu'on pensait suivre par le système de ces règles est donc fausse. L'histoire qu'on suit n'est pas celle qu'on pensait suivre, mais ici,
Ça marche parfaitement. L'histoire se construisait sur des tissus de mensonges, trompant en l'occurrence notre perception de l'univers, car depuis le début, toutes les règles ne sont pas explicitement citées. Il y avait des zones d'ombre, l'auteur exploitait ces zones d'ombre pour nous révéler plus tard que ce n'est pas ce qu'on croyait. La transformation de la mythologie peut paraître radicale et décisive, mais ne sort pas de nulle part, et elle nous fait voir le monde de SNK sous un autre spectre. Dans une histoire, surtout quand il s'agit de lore, établir des règles est important, mais le vrai art est de jouer avec ces règles, comme l'auteur de SNK l'a fait en exploitant des zones d'ombre dans son histoire. Cette institution de règles pousse le spectateur à être proactif en nous poussant à se poser plus de questions sur la mythologie de l'histoire. L'imagination du spectateur est exhortée. Par exemple, dans le jeu Dark Souls, on crée une histoire où il y a juste une cinématique qui introduit brièvement le monde du jeu. Mais après l'introduction, on plonge dans l'univers où on voit des tonnes d'éléments, lieux, personnages et d'objets qui sont totalement mystérieux. Par exemple, quand le joueur veut en savoir plus sur le monde, il va lire les inscriptions des objets ou parler à des PNJ. Malgré ses recherches, on obtient des infos. Cependant, malgré la connaissance de ces infos, on en connaît peu sur l'univers, mais c'est bien insuffisant pour se donner une perception précise de l'univers et de sa profondeur. Ce mystère, inclus dans le jeu, n'est pas là pour souligner que le joueur est perdu, mais il est là pour pousser le joueur à se questionner davantage sur le monde et à travailler son imagination en explorant les moindres recoins des zones, en se posant des questions comme « Qu'est-ce qui se passerait si je suivais la quête de ce PNJ ?» ou « Qu'est-ce qui se passerait si je faisais cette action ?» Le mystère est là pour rendre le jeu encore plus intriguant et intéressant. Un lore est excellent par la diversité de son contenu, mais il devient encore excellent si l'auteur sait jouer de l'approche du mystère. Si c'est bien fait, tu seras captivé et envieux de tout savoir, mais tu ne le pourras pas, du coup ça créera encore plus d'entrain. Mais si l'auteur a manqué de bien articuler son approche du mystère et de la révélation, c'est mal fait, tu ne voudras plus rien connaître parce que tu en sais beaucoup et par extension, tu seras désintéressé. Un lore ayant des règles, sachant ou souligner le mystère, devient un excellent univers, comme dans le cas de Nanatsu qui coche ces 3 cases, mais partiellement celui du mystère. Voilà les explorateurs, c'est la fin de la vidéo. C'est l'un des sujets qui me tient particulièrement à cœur. J'aurais pu encore approfondir certains éléments, mais la vidéo serait bien trop longue. J'ai abordé l'essentiel et surtout les points primordiaux. N'hésitez pas à me donner votre avis si, selon vous, dans mon argumentation, j'ai manqué de bien clarifier certaines parties ou autre chose. En fin de compte, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à mettre un like. Sur ce, je vous dis à la prochaine et explorez toujours d'autres univers.